invité, Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Manuel Bompard, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bien, hier, il y a eu réunion de crise à propos de Mayotte, autour du président de la République, qui sera bientôt à Mayotte, qui décrète un deuil national. C'était indispensable. Évidemment, c'est un drame terrible. Bon, le bilan officiel, c'est quelques dizaines de morts pour l'instant. Tout le monde sait que malheureusement, le bilan va sans doute aller à plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers. Et effectivement, il est normal, il est indispensable, à la fois qu'il y ait un moment d'émotion nationale, mais à la fois qu'il y ait des moyens qui soient débloqués, un état d'urgence, une réponse d'urgence qui soit apportée à la situation à Mayotte. Mais je crois pouvoir dire aussi qu'il ne faudra pas en rester seulement à des mesures d'urgence et qu'on a besoin aussi de mesures structurelles dans un département le plus pauvre de France, qui, il faut le dire, a été abandonné par l'État ces dernières années. Évidemment, quand vous avez aujourd'hui, je vous le disais, un département qui est le plus pauvre de France, dans lequel vous avez quasiment 3/4 de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, que vous avez des problèmes d'accès à l'eau. Je rappelle qu'on parle d'un département français dans lequel on n'a pas accès à l'eau tous les jours. C'est une situation qui est intolérable et inacceptable. Et donc oui, il faudra des mesures d'urgence, mais il faudra aller au-delà de ces mesures d'urgence et apporter enfin des réponses structurelles à l'abondon dans lequel est Mayotte depuis des années. Vous dites abandonné par l'État. Pourquoi, selon vous, l'État est en partie responsable de l'ampleur des dégâts ? Parce que évidemment il y a un cyclone et ça c'est une catastrophe naturelle. Même si on pourrait s'interroger sur le lien qui existe entre le réchauffement climatique et la multiplication des catastrophes naturelles comme celle-ci, mais ensuite ce cyclone il vient frapper des populations qui ont été maintenues dans une situation de vulnérabilité qui est terrible. Pourquoi ? Parce que ce sont des populations qui ne sont pas blanches ? En tout cas parce que ce sont des populations qui sont reléguées, et je crois pouvoir dire effectivement que si vous aviez eu une catastrophe de cette nature et un bilan qui s'annonce aussi terrible dans un département hexagonal, je pense que on n'aurait pas laissé la situation pourrir comme on l'a laissé à Mayotte depuis des années et des années. Ça, j'en suis convaincu. Je crois que personne n'aurait accepté que dans un département hexagonal, vous ayez pas accès à l'eau potable tous les jours. Je crois ça effectivement. Maintenant, je pense qu'il y a eu personne n'aurait accepté que des bidonvilles soient érigés partout sur l'île, avec l'arrivée de milliers, de dizaines de milliers, et même peut-être de centaines de milliers de clandestins. Personne n'aurait accepté que des gens vivent dans une situation de délabrement total, dans de l'habitat qui est de l'habitat précaire. Vous me disiez, pourquoi y a-t-il un rapport entre l'ampleur du bilan et la situation à Mayotte? Pour une raison simple que tout le monde peut comprendre, c'est que si vous êtes dans un logement qui est un logement en dur, je ne dis pas que vous n'êtes pas frappé, malheureusement on l'a vu, par les conséquences d'un cyclone, mais vous le subissez moins fortement et de manière moins dure que si vous êtes dans un bidonville et dans un habitat précaire. Alors on me dit maintenant, oui, mais il y a eu des opérations, type les opérations Wambouchou, etc. C'est ce que dit Estelle Youssoufa. J'ai entendu, j'ai entendu. Elle était avec nous ce matin en direct une nouvelle fois. Elle a répété, elle a dit que vous étiez opposé à l'époque à la destruction de ces bidonvilles. Et l'opération, mais oui, c'est vrai, mais je vais y revenir si vous voulez, mais moi je me suis pas opposé à la destruction des bidonvilles, je me suis opposé à ce qu'on détruise des bidonvilles sans proposer aucune solution de relogement alternative. Donc, moi je veux bien, mais l'idée était de mettre sous protection ces elle a eu lieu ou pas l'opération Wambouchou, monsieur Bourdin? Est-ce qu'elle a eu lieu? Elle a débuté. Indépendamment de l'opposition de la France Insoumise, est-ce qu'elle a eu lieu? Oui, en partie. Le bilan, on l'a sous les yeux aujourd'hui. C'est qu'il suffit pas de détruire des bidonvilles si vous proposez pas ensuite des solutions de relogement en dur. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les bidonvilles ont peut-être été détruits. Les gens se sont déplacés. L'opération aurait mis tout le monde à l'abri. Mais l'opération, elle a commencé, elle a eu lieu. Elle n'a pas mis les gens à l'abri. Les bidonvilles ont été détruits, l'habitat précaire a été détruit, les gens se sont déplacés à 10 km ou à 5 km et se sont réinstallés dans des situations qui sont des situations de délabrement encore plus importants. Donc, essayer de faire croire que cette opération-là aurait réduit d'une certaine manière l'impact du cyclone, ça me paraît complètement à côté de la plaque, pardonnez-moi de vous le dire. Pour le reste, puisque Madame Youssoufa attaque la France Insoumise, je voudrais vous dire, Monsieur Bourdin, parce que cette information n'a peut-être pas été observée, qu'il y a un an,
à l'Assemblée nationale, dans notre niche parlementaire, nous, les Insoumis, nous avions déposé une demande de commission d'enquête sur la manière avec laquelle les politiques d'adaptation au changement climatique sont mises en place dans les départements et territoires d'outre-mer pour faire face aux catastrophes naturelles. Est-ce que vous le savez, qu'on a fait cette demande de commission d'enquête? Cette commission d'enquête, elle avait été votée par l'Assemblée nationale, et ensuite, les députés macronistes ont saboté cette commission d'enquête pour que son travail ne puisse pas avoir lieu. Donc, en l'occurrence, pardonnez-moi, je ne cherche pas, moi, à polémiquer sur un drame, mais je demande qu'on ne cherche pas à polémiquer contre la France insoumise sur un drame. Parce qu'en l'occurrence, nous souhaitions avoir des politiques d'adaptation au changement climatique, et malheureusement, cette commission d'enquête aurait pu être utile pour cela. Peut-être qu'on va attendre un peu de temps avant d'ouvrir des polémiques, non Manuel Bompard. Oui, enfin, bon, non. C'est ce que je viens de vous répondre, non? Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a ouvert la polémique. Je ne crois pas qu'il ait ouvert la polémique. La population a été abandonnée, le pouvoir méprisant et incapable, occupé par son nombril, n'a rien prévu ni organisé. Est-ce que c'est vrai? Voilà ce qu'a dit Jean-Luc. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce lui qui a ouvert la polémique? Mais il n'a pas ouvert la polémique, il a pointé la responsabilité de l'État dans l'absence de politique d'adaptation au changement climatique et dans l'abandon dans lequel se trouve aujourd'hui Mayotte depuis des années et des années, malgré les sonnettes d'alarme qui ont été tirées par des élus, et pas uniquement par des élus de la France insoumise, vous voyez, par des élus de toute sensibilité politique. Donc je pense quand même qu'on peut pas considérer que ça n'a aucune importance dans ce qui s'est passé à Mayotte. Bien, Manuel Bompard, Mayotte c'est français, c'est un département français. C'est un département. Il y a pas de doute. Bah il y a pas de doute. Il y a des revendications. Non, il y a des revendications comoriennes. Attendez. Oui. Soyons clairs. Il y a des revendications comoriennes. Il y a une situation à l'Organisation des Nations Unies qui est pas très claire sur le sujet, mais aujourd'hui, effectivement, Mayotte est un département français. C'est clair, c'est français. Mais il y a eu un référendum il y a quelques années sur la départementalisation, et les Mahorais ont voté pour transformer Mayotte en département français. Donc Mayotte est aujourd'hui un département français. Enfin, en tout cas, il l'est d'un point de vue légal et statutaire, parce que quand on voit que c'est le département, j'en parlais, le plus pauvre de France aujourd'hui, malheureusement, parfois, pour les gouvernements successifs, on se pose la question de savoir s'ils considèrent que Mayotte est effectivement un département français. Mais pour vous, il n'y a pas de doute. Il est français. Je vous dis ça parce que vous avez un député ou une députée de La Réunion qui dit pas tout à fait la même chose. Qui dit quoi? Et qui dit que Mayotte n'est pas peut-être français. Que non, là, je ne sais pas de qui vous parlez, monsieur Bourdin, mais évitons de faire, si vous voulez bien, des interviews sur la base des... Peut-être que quelqu'un aurait dit que, parce que là, sinon, on va avoir un petit peu de difficulté. Quelqu'un aurait dit que, j'ai pas le nom, là, en tête. Alors, j'ai pas le nom en tête, mais député LFI. Mais je ne crois pas. Enfin, qui sont les députés LFI de La Réunion? Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Qui sont les députés LFI de La Réunion? Il y a deux députés de la France Insoumise de La Réunion, mon collègue Jean-Hugues Rattenon et mon collègue Perceval Gaillard. Donc je ne sais pas si vous faites référence à l'un des deux. Mais je n'en sais rien. Mais admettez l'idée que vous me demandiez... qui a dit que Mayotte n'était pas français. Non, attention, faites attention à ce que vous dites, monsieur Bourdin. Vous ne savez même pas de quoi vous êtes en train de parler, là. Faites attention, vous n'allez pas attribuer des propos à des gens. Vous n'allez pas attribuer des propos à des gens alors que vous ne savez pas qui c'est. Les filles, il faut aussi de temps en temps faire attention à ce qu'on dit. Mais tout le monde fait attention, monsieur Bourdin. Mais vous comprenez que vous n'allez pas me demander de réagir sur des propos dont vous ne savez pas qui les a tenus. On va parler d'autre chose. Vous refusez d'honorer le rendez-vous que vous propose François Bayrou. Vous avez choisi, pourquoi pas, pas de participation à un gouvernement de large coalition, pas de négociation sur un éventuel accord de non-censure. Là, vous êtes clair. Oui. Vous êtes clair. Vous censurerez François Bayrou, c'est clair. En fait, on demande un vote de confiance. Oui. Et si monsieur Bayrou n'organise pas de vote de confiance, alors quelle autre solution que d'organiser en quelque sorte un vote de défiance nous restera-t-il que le dépôt d'une motion de censure? Voilà. Vous avez pour objectif de le faire tomber. Mais il faut pas tourner autour du pot. Moi, j'ai pas l'habitude de tourner autour du pot, monsieur Bourdin. Il y a eu des élections législatives l'année dernière, au mois de juin et au mois de juillet. À l'issue de ces élections législatives, la coalition qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, c'est le Nouveau Front Populaire. Monsieur Macron décide de s'asseoir. Mais qui n'est pas majoritaire, je le rappelle. Il n'a pas la majorité absolue, il a ce qu'on appelle la majorité relative, c'est comme ça qu'on a l'habitude de parler. Bon, il se trouve que monsieur Macron décide de s'asseoir. L'ancien NFP ou le nouveau? Non, l'ancien. Non, le Nouveau Front Populaire, 193 députés à l'Assemblée nationale, dispose d'une majorité relative et la plus grande coalition parlementaire qui s'est présentée unie devant les électrices et les électeurs. Monsieur Macron décide de s'asseoir sur le résultat des élections, il décide d'abord de nommer monsieur Barnier. Monsieur Barnier est censuré. Monsieur Macron s'entête encore et décide de
de nommer Monsieur Bayrou, dont je veux rappeler quand même qu'il était membre du premier gouvernement de Monsieur Macron, que c'est l'un des premiers soutiens, peut-être d'ailleurs l'un des derniers soutiens de Monsieur Macron. Bon, donc c'est encore une fois une remise en cause du résultat des élections qui est inacceptable. Bon, et ensuite on veut nous faire croire que Monsieur Bayrou va faire autre chose qu'une politique qui s'inscrit dans la continuité avec le macronisme. Écoutez, je sais qu'on approche des fêtes de Noël, mais il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Monsieur Bayrou, on sait très bien que sa politique va s'inscrire dans la continuité avec le macronisme. Et moi, j'ai été élu avec mes collègues députés du Nouveau Front Populaire pour rompre avec le macronisme. Donc je ne vais pas laisser Monsieur Bayrou pouvoir continuer à mettre en place la politique d'Emmanuel Macron. Barnier, c'est fait. Censurer Bayrou, ça va venir de votre part. Et puis, l'objectif clair, mais vous le dites, au moins vous assumez, c'est bien, provoquer une élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a hâte, les années passent, il a toujours été battu. Vendredi soir, je cite Pourquoi vous présentez les choses de cette manière? Mais parce que c'est la vérité. Mais vous croyez que c'est... Mais non, c'est pas la vérité, ça c'est votre point de vue, Monsieur Bourdin. Il a toujours été battu. Non mais attendez, pourquoi vous essayez de faire croire que quand nous posons la question de la démission du président de la République, ce serait pour des raisons personnelles liées à Jean-Luc Mélenchon? Parce que j'écoute Jean-Luc Mélenchon, il était vendredi. Non, mais nous allons faire partir. Qu'est-ce qu'il a dit vendredi publiquement? Nous allons faire partir Monsieur Macron, il s'en ira. Et donc, s'il s'en va, nous provoquons une élection présidentielle. Oui, mais ça, je me trompe ou pas? Non, mais là, je ne conteste pas ce que vous êtes en train de dire là. Je conteste ce que vous disiez avant. C'est-à-dire que vous essayez de faire croire aux gens qui nous écoutent que notre problème serait un problème personnel lié à Jean-Luc Mélenchon lui-même. Évidemment que non, Monsieur Bourdin. C'est-à-dire qu'il ne sera pas candidat. Mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que le problème que pose Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est pas un problème pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Manuel Bompard. Mais je l'assume tout à fait. C'est un problème pour le pays, Monsieur Bourdin. Et que la question qui nous est posée, c'est comment on essaye de débloquer la situation du pays, parce que Monsieur Macron... la seule solution, c'est une élection présidentielle. La seule solution, c'est que quand il y a une situation de blocage politique, en démocratie, la solution, c'est de s'adresser au souverain. Et le souverain, c'est le peuple. Et donc, de lui dire, tranchez la présidentielle. Donc vous voulez une élection présidentielle. Comment les choses soient claires? Mais les choses sont claires. Enfin là, en l'occurrence, il y a quelque chose qui est clair, il me semble, dans nos positionnements. C'est l'idée qu'il faut retourner devant les électrices et les électeurs, et qu'effectivement, la question d'une présidentielle anticipée permettrait de rendre au souverain, le peuple, sa décision, puisque la situation est bloquée, et qu'il faut trouver une manière de la débloquer. Et qu'on va pas la débloquer en ayant des gouvernements qui tombent tous les 2 ou 3 mois. Oui. Oui. Alors, c'est vous qui les faites tomber. C'est vous qui les faites tomber, Manuel Bompard. Ils tombent parce qu'ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale pour mettre en place leur politique. Mais moi, j'ai toujours assumé mes positions, Monsieur Bourdin. Mais c'est pour ça que je suis très heureux de vous recevoir. Je vous en remercie. Dites-moi, élection présidentielle anticipée, donc on est bien d'accord, avec Jean-Luc Mélenchon qui sera candidat, face à Marine Le Pen, pensez-vous qu'il serait élu? Non mais attendez, moi j'ai toujours assumé mes positions. J'ai dit, et nous disons effectivement que si on veut débloquer la situation de blocage du pays, ça passe par une élection présidentielle anticipée. Nous avons dit que s'il y avait une élection présidentielle anticipée, nous les Insoumis, nous ferons une proposition de candidature, et que nous proposerons que ça soit une candidature. De candidature, ce sera Jean-Luc Mélenchon. Et nous proposerons que notre que notre candidature soit, si possible, une candidature commune. Ensuite, accepter l'idée que nous déciderons en temps voulu, au moment où il y aura une élection présidentielle, de qui sera notre candidat ou notre candidat. Et ensuite, qui sera le candidat. Non, mais attends, mais les choses sont. Moi, j'ai pas de problème. Ensuite, j'ai déjà donné ma position. Je suis même prêt à la redonner devant vous. Il me semble certain que si cette élection doit avoir lieu dans les prochaines semaines, que Jean-Luc Mélenchon est la personnalité la mieux placée pour être notre candidat. J'ai pas de problème avec ça. Mais je vous dis juste qu'accepter qu'il y a un calendrier et qu'on respecte les différentes étapes de ce calendrier. Alors, le PS est une opposition ouverte au compromis, dit Olivier Faure. Ça vous va, ça? Non, ça vous gêne, ça? Mais non, c'est pas le problème, c'est pas que ça me gêne ou que ça me gêne pas. La question qui nous est posée, c'est à la fin. Et il va y avoir, vous l'avez dit, un vote de confiance ou une motion de censure au moment du discours de politique générale de Monsieur Bayrou. Moi, je souhaite que le Nouveau Front Populaire se retrouve dans sa globalité pour censurer le gouvernement de Monsieur Bayrou, parce que les députés du Parti socialiste, comme les députés insoumis, comme les députés écologistes, comme les députés communistes, ils ont tous été élus sous la bannière du Nouveau Front Populaire. Et donc, ils ont été élus pour porter le programme du Nouveau Front Populaire. Et ils n'ont pas été élus pour servir en quelque sorte de béquille à la continuité du macronisme
terrorisme en France. Et donc je forme le vœu, et je pense que c'est ce qui va se passer d'ailleurs, qu'au moment du vote de censure, l'ensemble des députés du nouveau Front Populaire censurent le gouvernement de M. Bayrou. S'ils ne le font pas, le NFP est mort. Non, le mais NFP est mort. Non, mais alors, je vois la gourmandise avec laquelle vous souhaiteriez que je vous dise le NFP est mort. Vous êtes extraordinaire, vous croyez que je suis gourmand, mais pas du tout. J'ai l'impression un petit peu. Mais non, mon cher Manuel Bompard. Mais non, moi, je veux savoir ce que vous pensez. Allez, vous posez des questions. Je vais accepter l'idée que vous posiez des questions. Donc, je vais ensuite... Heureusement que vous acceptez l'idée que je pose des questions. Je suis en train de vous dire que je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Par contre, je vois bien qu'il y a, parmi les macronistes, en quelque sorte, un objectif ultime. Moi, je suis pas macroniste. C'est pour ça que je vous dis, vous relayez des questions. Mais en l'occurrence, je vois bien... Attendez, laissez-moi terminer de répondre à votre question, il n'y a pas de problème. Mais je vois bien qu'il y a chez les macronistes un objectif ultime. L'objectif ultime, c'est fracturer le nouveau Front Populaire. Et d'ailleurs, Olivier Faure lui-même, puisque vous citez le Parti Socialiste, disait il y a 3 mois, vous allez voir, les macronistes, ils sont prêts à vous promettre ce que vous voulez si vous ramenez le scalp du nouveau Front Populaire. Eh ben, moi, je n'ai pas l'intention d'amener à monsieur Macron le scalp du nouveau Front Populaire. Donc, si certains députés socialistes décident de monter dans le Titanic autour de monsieur Bayrou, eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre que ils se seront mis à distance et ils auront rompu avec le nouveau Front Populaire. Mais le nouveau Front Populaire, c'est un programme. Le nouveau Front Populaire, c'est une stratégie. Et ce programme et cette stratégie vont continuer à vivre, même si certains cèdent aux sirènes de la grande coalition macroniste. La proportionnelle aux législatives, vous y êtes favorable ou pas? Moi, je suis favorable à la proportionnelle. Intégrale ou Moi, je suis favorable à la proportionnelle sur le schéma, ce qu'on appelle la proportionnelle 86, c'est-à-dire la proportionnelle départementale, c'est-à-dire on applique le scrutin proportionnel sur la base de chacun des départements. Mais je vois bien que certains sont aussi favorables à la proportionnelle, mais qu'il y a des débats après sur qu'est-ce qu'on met dans cette proportionnelle. Est-ce qu'il y a une prime majoritaire? Mais évidemment que c'est normal qu'il y ait des débats. Vous me demandez ma position, la mienne et celle de mon groupe politique, c'est la proportionnelle départementale. Je reviens sur Jean-Luc Mélenchon, que vous proposerez comme candidat à la présidentielle. Vous avez entendu ce que je disais, ne cherchez pas à déformer mes propos. Face à Marine Le Pen, pensez-vous qu'il serait élu? Franchement, non mais là je vous pose une question directe. Évidemment que si je souhaite qu'il y ait un candidat proposé par la France Insoumise et puis qui puisse être un candidat commun, c'est pour battre à la fois le macronisme et l'extrême droite. Et quant à ceux qui disent qu'il n'est pas possible de gagner contre Madame Le Pen, c'est les mêmes qui disaient, après la dissolution de l'Assemblée nationale, que Monsieur Bardella serait Premier ministre. À l'époque, puisque je sais, vous allez me citer les sondages, etc. Non. Attendez, Monsieur Bourdin, est-ce qu'à un moment on peut se mettre d'accord sur un point? C'est que pendant la campagne des élections législatives, il y avait 27 sondages sur 27 qui disaient que le Rassemblement national allait finir en tête de ces élections, qu'il allait avoir le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale et que Monsieur Bardella allait être Premier ministre. Est-ce que c'est ce qui s'est passé au moment de l'élection? Non, c'est pas ce qui s'est passé au moment de l'élection. Donc moi, ça fait bien longtemps que j'ai appris. Beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron ou de droite ont voté pour la France Insoumise, pour le PS. Pas beaucoup, en l'occurrence. 30 ou 40%. Ouais, mais si en l'occurrence... Ça suffit. Non mais d'accord. Mais donc, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de dire que Madame Le Pen, s'il y avait une élection présidentielle demain, l'emporterait? Moi, je pense que s'il y a une élection, il y a différents projets politiques qui seront sur la table. Et nous, notre volonté, ça sera de convaincre une majorité des Français de voter pour le programme L'Avenir en commun, qui est le programme qu'on défend devant les électrices et les électeurs. Ensuite, que les choses soient claires. Si vous voulez une élection dans laquelle vous connaissez le résultat de l'élection avant que l'élection ait eu lieu, il faut laisser tomber la démocratie et passer à la dictature. C'est le seul régime politique dans lequel vous connaissez le résultat de l'élection avant qu'elle soit organisée. Moi, je suis un démocrate. Et donc, dans une démocratie, on organise des élections et on essaye de gagner les élections. Et on essaye de gagner les élections. Manuel Bompard, vous dénoncez toutes les dictatures dans le monde. Évidemment. Et donc, on essaye de gagner, évidemment. Dictature soutenue par Jean-Luc Mélenchon parfois. Pardon. Mais c'est vrai. Mais non, vous dites n'importe quoi, Monsieur Bourdin, pardonnez-moi de vous parler comme ça. Monsieur Maduro, soutenu par Monsieur Mélenchon. Monsieur Assad, en partie, un temps. Arrêtez de raconter n'importe quoi, Monsieur Bourdin. Je raconte pas n'importe quoi. C'est pas correct ce que vous êtes en train de faire. Alors attendez, prenons le dernier exemple que vous avez. Vous voulez que je vous dise? Attendez, Monsieur Bourdin, je vais pas vous laisser multiplier vos questions comme ça sans réponse. Prenons le cas de Monsieur Assad, d'accord? Prenons le régime de Bachar el-Assad. Beaucoup l'ont soutenu. Attendez, non, c'est pas beaucoup l'ont soutenu. Monsieur Bourdin, il y a eu 32 élus, 32 parlementaires qui se sont rendus en Syrie.
Hein, il y a une compilation qui a été faite par vos collègues. L'essentiel de ces parlementaires étaient issus des Républicains de LR. Oui, c'est vrai. Ensuite, le deuxième parti dans l'ordre, c'était le Rassemblement National. Oui. Le troisième parti dans l'ordre, c'était une délégation du Parti Socialiste qui s'était rendue auprès de M. Bachar el-Assad. Jamais aucun insoumis. Non, mais M. Kotarak, il s'est rendu 2 fois voir rencontrer Bachar el-Assad en 2019 et en 2021, c'est-à-dire au moment où il n'était plus membre de la France Insoumise et membre du Rassemblement National. Donc je ne laisserai pas dire. Mais je ne vais pas reprendre. Vous les reprenez puisque vous posez les questions. Je ne vais pas reprendre toutes les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais si reprenez-les. Sur un autre sujet. Non, attendez, Monsieur Bourdin. Parce que j'ai pas si vous voulez pas les reprendre, alors n'évoquez pas le sujet. Parce que vous me laissez pas répondre. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais soutenu Bachar el-Assad et personne à la France Insoumise n'a jamais soutenu Bachar el-Assad. Et je vais m'arrêter là, mais vous savez, moi, j'étais député européen. Les bombardements de Poutine et Assad avec ceux des alliés pour libérer la France des nazis. Contre qui ces bombardements? Les bombardements contre des convois de Daesh qui sortaient le pétrole de Syrie. Vous étiez pour qu'on laisse. Vous étiez pour qu'on laisse. Monsieur Bourdin, vous étiez pour qu'on. Si, que contre les convois de Daesh. Monsieur Bourdin, vous étiez pour qu'on laisse Daesh sortir le pétrole de Syrie. C'est ça que vous êtes en train d'expliquer ce matin? C'était ça votre position à l'époque? Non, mais parce que il faut parler franchement des choses. Jean-Luc Mélenchon a eu 2 propos sur ce sujet et c'était sur les convois de Daesh. Et deuxièmement, quand nos amis kurdes se faisaient attaquer par des milices armées par la Turquie, oui, nous avons dit qu'il fallait soutenir les Kurdes. Et je revendique et j'assume de dire qu'il fallait soutenir les Kurdes. Jean-Luc Mélenchon a soutenu les Ouïghours contre le régime de Pékin. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit, et c'était face à moi, écoutez-moi bien, et c'était face à moi que si la Chine envahissait Taïwan, il ne fallait pas intervenir. Est-ce qu'il l'a dit ou pas? Mais attendez, d'abord, vous prenez 18 000 sujets si vous voulez. Si vous voulez poser des questions. Là, on était sur la Syrie, en l'occurrence. Et parce que je vous ai cloué le bec sur la Syrie, maintenant vous venez parler d'un autre sujet, d'une autre déclaration sans me laisser le temps de répondre. Alors, je connais vos pratiques. Voilà ce que je vais dire. Une manière très simple, Monsieur Bourdin. Monsieur Bourdin, laissez-moi terminer. Non, vous posez des questions, après vous dites on n'a pas le temps d'en parler. Donc si vous évoquez un sujet, j'y réponds. Donc je vous ai répondu sur la Syrie. Maintenant, parce que je vais pas répondre sur chacun des cas un par un. Voilà ce que je vais vous dire. Voilà ce que je vais vous dire. La position de la France Insoumise, elle est très simple. C'est le respect du droit international et la souveraineté du peuple, c'est-à-dire en Syrie comme partout, c'est au peuple de décider. Et d'avoir le dernier mot. Voilà, ça c'est notre position. Le reste c'est de la calomnie. Le reste c'est du mensonge. Le reste c'est des fake news. Dernier mot, parce que hier soir il y a eu une soirée de soutien à Boualem Sansal. Boualem Sansal qui est emprisonné. Est-ce que vous demandez, comme tout le monde d'ailleurs? Mais oui, mais je l'ai déjà demandé à 10 reprises. Sa libération immédiate. Mais oui, bien sûr que je demande sa libération immédiate. Vous ne mettez pas de mais sur Boualem Sansal. Je ne mets pas de mais. Maintenant, comme l'a fait Sandrine Rousseau ici même. Mais je ne mets pas de mais, Monsieur Bourdin. Je demande sa libération. Ensuite, j'ai le droit aussi d'être en désaccord avec un certain nombre de propos qu'il a tenus. Mais quels que soient les propos qu'il ait tenus, et même si je ne suis pas d'accord avec ses propos, je considère que ça ne mérite pas et ça ne justifie pas son emprisonnement. Maintenant, je voudrais là aussi sur ce sujet, la défense de la liberté d'expression en l'occurrence et des libertés fondamentales, qu'il n'y ait pas non plus d'émotions à géométrie variable. Donc moi, je suis clair sur cette position-là et je souhaiterais que ceux qui sont clairs sur cette position le soient aussi. C'est-à-dire l'émotion à géométrie variable. Je vois bien que parfois il y a des atteintes à la liberté d'expression qui ne produisent pas le même niveau de réaction d'un certain nombre d'interlocuteurs politiques. Je sais pas, vous voulez que je vous donne un exemple? Oui, même si je précise que je ne mets pas les deux situations sur le même plan. Mais quand vous avez une universitaire qui s'appelle Madame Soumaoro, qui veut organiser un colloque au Parlement européen, et que Madame Maréchal Le Pen et les réseaux de l'extrême droite obtiennent l'annulation de ce colloque, je pense là aussi que c'est une remise en cause de la liberté d'expression qui n'est pas acceptable. Je ne la compare pas. Elle n'est pas en prison, que les choses soient claires. Mais au moins, moi, j'essaye d'avoir des positions qui sont des positions avec des principes constants et pas des positions à géométrie variable en fonction des idées de la personne, que je sois d'accord avec ou je ne sois pas d'accord avec. Bien, merci Emmanuel Bompard d'être venu nous voir ce matin. Un mot, tiens, si quand même. Allez. J'avais un mot, non, sur le cumul des mandats. Ouais, parce que François Bayrou, vous êtes opposé? Je suis opposé à l'idée qu'on puisse être maire et député. Je pense que c'est une erreur. Et alors, je vais vous dire franchement, je trouve ça assez stupéfiant qu'on considère qu'on puisse être Premier ministre de la France et maire d'une grande ville comme celle de Pau. Il me semble que Premier ministre, on est déjà bien occupé, que maire de Pau, on est déjà bien occupé et qu'on n'a pas besoin de faire les deux choses en même temps. Alors, je trouve que Monsieur Bayrou fait une
grave erreur en s'accrochant à ce poste de maire. Pourquoi s'accroche-t-il? Je pense que tout le monde a compris. Parce qu'il sait très bien qu'il est en sursis comme Premier ministre et que sans doute son mandat va pas durer très très longtemps. Bon, ça je pense que tout le monde l'a compris, mais je pense que c'est une erreur. Et c'est une erreur encore plus dramatique et symboliquement dramatique quand il préfère aller assister au conseil municipal de Pau et se représenter en visio pour participer à une réunion d'urgence sur la situation à Mayotte. Je pense que c'est une erreur et une faute politique importante. Bien, merci Emmanuel Bompard d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h57.